Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Précédemment, l'émission d'interview de Radioverse. Je suis avec Léonie. Léonie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Chris? Mais ça va très très bien. On ouvre précédemment un jeune créateur de vidéos autour du cinéma qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir, salut à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour la petite histoire, c'est Léonie qui nous a fait découvrir ta chaîne de cinéma lors de sa propre émission YouTube et moi. Et du coup, j'ai eu envie de t'inviter dans Précédemment pour parler plus avant de ta passion, le cinéma, et de voir comment tout ça se goupillait. Je vais commencer tout de suite par la première question. Une question bateau. Pourquoi avoir choisi YouTube? Pourquoi avoir choisi de la vidéo? Et pourquoi ne pas avoir fait du podcast? Je pense que ça vient plutôt du fait de qui m'a inspiré le style de contenu que je fais aujourd'hui. Je veux dire, j'ai été énormément inspiré par, tu sais, un peu le trio de youtubeurs ciné français de l'époque, qui était In the Panda, François Torel avec le Fossoyeur de films et Durandal. Donc en fait, c'est plus par ce que je voyais par d'autres créateurs. À cette époque-là, c'était YouTube, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus diversifié sur le podcast, etc. Je pense que si je devais commencer aujourd'hui, j'aurais fait plus de podcasts. Mais au moment où j'ai commencé, c'était YouTube. Et du coup, j'ai fait un peu ça par habitude de ce que je voyais. D'accord, génération YouTube alors, Ouais, exact. clairement. C'est quoi le déclic? Pourquoi tu as choisi? Est-ce qu'il y a eu une hésitation sur le sujet de ta chaîne? Est-ce que avant de choisir le cinéma, t'as pensé à autre chose ou pas? Bah, avant ça, la chaîne, si tu regardes bien, elle est marquée comme créée depuis 2017. Et si on remonte bien, mes plus anciennes vidéos avec le nom autour du cinéma, c'était il y a 5 ans. Donc c'est pas 2017. En fait, c'est une chaîne qui était au départ utilisée pour du jeu vidéo, comme tout le monde sur YouTube, comme tous les jeunes créateurs sur YouTube, on fait du jeu vidéo. Et puis arrivé au confinement, j'ai pété mon crâne sur les jeux vidéo, j'en pouvais plus. Et du coup, je suis retombé sur un sujet qui était une grosse passion, mais qui était devenu j'aimais voir des films, je voulais en faire. Et du coup, j'ai voulu en parler encore plus, et c'est là où je me suis mis à bouffer des films. Et du coup, c'est plutôt vers 2021, 2020, 2021. Le Covid, c'est 2020, donc ouais, c'est 2020. Où le déclic de passer à un sujet qui s'appelle Autour du cinéma. D'accord, le burn-out du Covid, on est beaucoup, beaucoup à l'avoir connu, je pense. Ouais. Mais du coup, tu viens de dire là que tu es passé de vouloir parler de cinéma à faire du cinéma, et donc du coup, tu as parlé du cinéma. Ça veut dire que faire du cinéma, court métrage ou long métrage, c'est quelque chose qui est dans ta tête ou pas? Ouais, mais encore aujourd'hui. Alors après, c'est plutôt arrivé 2020 où je veux en faire. Et aujourd'hui, je suis toujours dessus. J'ai des projets qui se montent là pour été 2026. Et à partir de début 2026, je fais un court-métrage par mois. Oh, mais c'est énorme. Donc Donc un court c'est métrage. le challenge que je me lance. Mais c'est des courts-métrages de 5 minutes. En gros, on veut juste se faire kiffer et se préparer pour le projet de été 2026. D'accord. Alors On veut déjà se mettre dans une routine avec des potes avec qui on va tourner justement cet été. d'accord. Donc c'est une équipe de potes, c'est bien ça, l'équipe de production? Ouais, la grosse majorité, on se connaît depuis les études. Mais sinon, il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, qu'on connaissait pas. J'ai des personnes qui étaient des clients, qui sont devenus après des proches, et du coup, on travaille ensemble. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a une autre association de boîtes de prod qui s'est construite, ou est-ce que ça va être en mode à la bonne franquette, tout en amateur, pour un rendu le plus professionnel possible? Moi, j'ai ma boîte de... En fait, j'ai une boîte de location de mon côté. Autour du cinéma, c'est et une chaîne YouTube et une boîte de prestations de services et de location. Parce que j'achetais du matériel et au bout d'un moment, il fallait bien le rentabiliser, ce matériel-là. Donc, tout de suite est venu le fait de créer la micro-entreprise en location. Donc, en fait, déjà, on économise pas mal de budget par le matos. On ne loue pas de matériel parce qu'on utilise le mien. Et puis, on essaie pour répondre à ta question, de manière professionnelle, on essaie d'atteindre toujours l'image la plus professionnelle possible. Mais là, on avait budgétisé le projet en bénévole en retirant le matériel. Juste la régie, les navigos pour les personnes qui n'ont pas de navigo à rembourser, les décors qui sont potentiellement payants, on était à 10 000 euros.
Du coup, on n'a pas les 10 000 euros. Et pour que ça arrive en été 2026, ouais, non, on peut pas. Je vais défendre le CNC à mort. Je suis ma religion, c'est le CNC et le cinéma et la salle de cinéma. Mais là, malheureusement, en 6 mois, on n'aura pas les financements. Donc, on va faire sans. On va faire que pour la régie. Voilà, on va faire avec les contraintes. Mais le but, c'est d'avoir le résultat le plus professionnel possible avec les moyens qu'on ait. Du coup, il y a un détail que je n'ai pas compris, mais peut-être que je n'ai pas été assez attentif. Les courts-métrages, ils démarrent à l'été 2026, ou tu prépares ces courts-métrages à partir de janvier 2026 pour été 2026? Les courts-métrages commencent en janvier 2026 pour sortir tous les mois. En gros, le but, c'est que là, j'ai plein de petites idées que je n'ai exprès pas développées. J'ai juste mis sur mes notes de téléphone pour justement, dès janvier, hop, je me mets à écrire. C'est un 48 heures, mais sur 31 jours, quoi. Et donc, on va faire ça une fois par mois. Et en soi, ça prépare déjà la dynamique de groupe, la dynamique de travail, de voir aussi se permettre de tenter des trucs sur le budget, sur les rendus. Là, dernièrement, j'ai fait plein de projets en secret que j'ai pas du tout publiés, que j'ai gardé pour moi, et ça m'a déjà permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, avec ce qu'on avait ou pas. Donc en fait, c'est un truc intéressant, et puis moi, ça me fait un contenu en plus, ça me soulage d'une vidéo un peu plus une vidéo, on va dire, de la chaîne. Ça me permet de créer du contenu également. C'est intéressant d'entendre ça parce que on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, en fait. Du travail d'une vidéo. Là, tu nous dis que tu as travaillé toi déjà pour tester les vidéos, voir ce qui fonctionnait, etc., et que tu as du contenu sous la main. Et je trouve qu'on dit pas assez que c'est un vrai travail, quoi, de faire ça. C'est quoi ta journée type d'un créateur? Ah, mais ça change. Il y a une routine qui commence à s'instaurer, mais en vrai, ça change du jour au lendemain. Ça dépend aussi de la complication de la vidéo. La Ciné Nanar, il y a une routine propre au Ciné Nanar, enfin un concept qui s'appelle Ciné Nanar. Pour les vidéos que j'appelle autres, qui sont en fait des contenus genre comment un film devient rentable, l'intelligence artificielle au cinéma, c'est 2 méthodes de travail différentes. Ciné Nanar, au-delà de l'organisation de la soirée, c'est 15 heures de montage sans coupure. Je fais d'une traite 15 heures, le gros du montage, et après je rajoute 5 heures de finition. Mais entre-temps, je fais une pause, je dors un peu. Entre-temps, et après je fais les 5 heures de finition pour le mixage, les dernières blagues de montage, etc. Les autres, c'est tellement au cas par cas, c'est un peu compliqué de dire. Mais après, sinon, en termes de travail, YouTube aujourd'hui est quand même pas mal reconnu. Il y a beaucoup de gens comparé à il y a 10 ans où on disait ils jouent à leurs jeux vidéo. Même des gens qui font du jeu vidéo, c'est bon, c'est reconnu comme un travail. Alors là, pour des gens qui font des essais vidéo sur du contenu, là en l'occurrence c'est YouTube, mais ça peut être très bien sur la politique, sur la géographie, l'histoire. Je pense qu'on n'est plus à prouver que c'est un taf. C'est un métier. Ouais, sur ça, je sais pas, hein. On a fait une émission récemment sur sur YouTube et les influenceurs. Je pense qu'il y a encore pas mal de préjugés sur ça. Mais quoi qu'il en soit, je suis effaré par le nombre d'heures qu'il faut pour créer une vidéo. Effectivement, moi, de temps en temps, je me plains sur mon montage audio que ça me prenne trop de temps. Mais 15 heures, je crois que je meurs. Ouais, non, mais les ciné-nanars, c'est une vraie folie en termes de montage. Mais c'est là où je m'éclate le plus, hein. C'est parce que tu alternes entre le fait de comprendre le film, les blagues de chacun, le fait d'instaurer, parce que des fois, tu as une blague qui arrive au bout d'1 heure de tournage, sauf qu'elle est instaurée par 2 petites phrases qui arrivent à 20 minutes et à 45 minutes. Mais du coup, il faut que tu l'incorpores dans le montage. C'est assez compliqué, mais franchement, moi, je m'éclate. Je trouve ça trop marrant. Non, mais les vidéos sont bien, hein. On s'éclate aussi en les regardant. Et Ciné Nanar, c'est un bon concept. Effectivement, c'est une bande de potes qui regardent un film très mal noté, quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour la petite histoire et pour ceux qui nous écoutent, on a pendant les vacances une émission qui s'appelle Déculte-moi ça.
Et dès que moi ça, on regarde aussi un film, un nanar, quoi, avec James et de temps en temps avec Léonie et d'autres. Mais par contre, le montage, c'est pas 15 heures. Hein. Moi, je mets 2 heures, c'est que de l'audio. Et 2 heures, je Mmh. trouve que c'est déjà beaucoup, beaucoup pour moi. Non, mais ça Avant s'entend. Puis après, ça dépend le temps que chacun peut mettre aussi dedans. Hein. Là, je fais ça parce que aujourd'hui, entre guillemets, je n'ai que ça avec mon micro-entreprise. C'est parce que je peux me permettre de le faire aussi. Ça, avant, ça mettait quand j'étais en études, je mettais une semaine à le faire, les montages, parce que tu mets 2-3 heures tous les soirs. ouais. C'est quoi la part avec ta micro-entreprise? Est-ce qu'elle est, du coup, elle est liée à ton activité de créateur de vidéo ou c'est séparé? Elle est venue de par ce que je faisais sur YouTube. D'accord. Principalement, moi, je viens d'une ville qui s'appelle Troyes. Il n'y avait pas de boîte de location. Donc, quand tu voulais commencer à faire des films, étant donné que je diffusais mes films sur YouTube, qui sont très mauvais, n'allez pas les voir. Je ne défendrai que Solo et Le Temps d'un soir. Mais sinon, ils sont tous très mauvais. Ouais, il n'y avait pas de matos que tu pouvais louer. Donc, du coup, j'ai commencé par acheter mon propre matériel. Comme je travaillais en restauration, j'avais mis mes sous dedans. Et en fait, j'ai voulu toujours acheter plus de matos, du meilleur son, et puis au bout d'un moment, quand tu arrives à dire, bah, je m'achèterais bien une caméra cinéma. Tu te dis, bah, enfin, économiquement, ça marche pas pour une chaîne YouTube. Tu peux pas te permettre de faire ça. Du coup, il a fallu penser, c'est venu petit à petit. D'abord, je faisais des prestations avec les petites caméras, puis au bout d'un moment, tu vois que ça fonctionne bien, tu commences à faire de la location. Puis à un moment, tu te dis, bah, en fait, on peut se permettre peut-être de partir sur un autre level en termes de dépenses s'il y a la location derrière. Et du coup, D'accord. moi, ma vidéo, je le tourne avec une RED. Je tourne mes vidéos avec une caméra CD. C'est invraisemblable, ça n'a aucun sens. Mais c'est la location qui me permet d'avoir ce matos-là. Ouais, bah moi je trouve ça beau parce que encore une fois, ça montre que ça vient pas en claquant des doigts et que derrière c'est du travail et c'est tout un chemin à faire. Léonie, est-ce que tu veux réagir? Dis-nous. Ouais, j'avais une petite question du coup par rapport à tes courts-métrages. Est-ce que tu fais de la réal, du montage ou tu fais un peu tout? Alors, attention, la liste, elle est comme ça. Je ne sais pas déléguer. Ah, Oh. contre le fric. Je n'y arrive pas. Alors, en fait, j'écris, réalise, monte et joue, même si je me trouve pas bon acteur. Je joue plus par, comment on appelle ça? Par manque de moyens. Même si aujourd'hui, ça commence à être un peu une sorte de signature ou un peu au cinéma d'Albert Dupontel, qui lui aussi joue dans ses propres films, et lui, il a une vraie formation d'acteur derrière par le théâtre, ce que je n'ai pas. Et ça se voit. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu signature qui vient derrière, qui est cool pour l'acting. Ensuite, concernant la réalisation, bah moi en fait, je veux faire de la réalisation, c'est ce que je kiffe faire. C'est placer des cadres, trouver une signification, venir pousser avec le montage, parce qu'à la base, en fait, je suis monteur. Comme je faisais des vidéos YouTube bien avant de faire le contenu autour du cinéma, j'ai une démarche de monteur, même si aujourd'hui je suis là à dire non, je me définis pas en étant réalisateur. Bah, quand je prévois les tournages, je pense déjà au montage. Je sais déjà ce dont je vais avoir besoin et que le plan va durer de telle durée à telle durée. Donc pas besoin de tourner plus, hormis pour s'assurer un petit backstage. Donc oui, du mal à déléguer. Mais si je devais faire des films, même en tant que professionnel, faut que je écris, réalise et monte. Le montage, je peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Impossible. C'est trop une part il y a trop une part d'auteur derrière ça. Oui, bah, c'est ta vision, le montage. Donc c'est dur de le laisser échapper. Je te plus sur ça. On peut du coup te demander quel est ton film préféré ou peut-être un film qui t'a marqué pour commencer à vouloir en parler à ce point? Ah bah, il y a un film tout trouvé pour ça. Mon film préféré, mais parce que c'est le film un peu ouverture sur comme un avant et un après de comment je vais regarder le cinéma. Et ce film-là, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel de 2017. Ah, j'ai parlé de Dupontel avant, ben voilà. On va revenir sur lui très souvent si on doit parler de cinéma. Mais oui, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, parce que c'était une époque, avant ça, moi je regardais beaucoup de cinéma américain comme beaucoup de gens en fait. Je consommais les films les plus connus, en fait, les films qu'on te vend, entre guillemets. Les films, si t'as peu de curiosité,
Voilà, c'est les films que tu vas voir. Tu vas voir les Indiana Jones, les Star Wars, les derniers films de Warner, tout ça. Le cinéma français, tu vas avoir une image pas terrible du cinéma français parce que toi, tu penses à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tu vas avoir une image qui n'est pas la réalité en fait du cinéma français et du cinéma américain d'ailleurs. Et en fait, Au revoir là-haut, ça a été le premier qui m'a dit, enfin qui m'a fait, qui m'a prouvé par moi-même. Enfin, je me suis fait moi-même cette réflexion du. En fait, on peut faire ça en France. On peut faire des plans de ouf, des grues de ouf, des plans où il n'y a plus aucune limite. Dupontel faisait déjà ça avec son premier film qui était Bernie, et qu'il l'a fait sur tout le reste de sa filmographie, dont Au revoir là-haut, mais c'est là où il a vraiment eu le plus de folie. Et moi, ça m'a vraiment scotché, quoi. Ça m'a pris en me disant, ah, on peut faire ça en France. Et du coup, je me suis mis à regarder tout le reste de sa filmographie. Je me suis mis à regarder là où il jouait aussi. Il jouait pour Blier, donc Blier qui est un cinéma aussi complètement différent. Il a filmé dans un film qui s'appelle Les Convoyeurs, qui est un pur cinéma américain entre guillemets, mais dans le cinéma français. Et c'est extraordinaire, Les Convoyeurs. Enfin, c'est un super film d'action grand public, mais sans pour autant avoir une vraie part d'auteur dans la mise en scène. Donc ouais, c'est mon film préféré, c'est Au revoir là-haut. Je peux mettre des tunnels, hein, je suis désolé. Non, J'ai senti que j'allais partir vite très loin. Gaspard Noé, il a joué pour Gaspard Noé aussi. Mm. En fait, ça a été une porte d'entrée sur tout un cinéma français que je connaissais pas et qu'aujourd'hui je suis un fervent défenseur, quoi. Je pense que c'est une question de génération. Moi, je suis au-dessus de toi au niveau de génération, Benoît. Et pour moi, la claque qui m'a fait découvrir le cinéma français, c'est Jeunet Caro avec Délicatessen et Oui. La Cité des Enfants Perdus. Et je t'écoutais parler et je m'étais fait la même réflexion. Je me disais, mais tiens, le cinéma français, il peut faire ça vraiment. Ça peut être ça aussi, le cinéma. Et ça a vraiment été une grosse claque pour moi, ces deux films. C'est amusant comme il y a des réalisateurs quoi qui sont attachés à une génération. J'avoue, Léonie le sait parce qu'on en parle de temps en temps via son émission YouTube et moi. J'avais moi des a priori sur les vidéos YouTube. Encore une fois, question de génération. Ça se comprend. T'inquiète pas, on en aura nous sur ce qui arrivera après, donc Voilà. c'est normal. Et pour moi, je me disais, mais ils sont pas libres, ils peuvent pas parler, ils sont obligés d'être formatés. Ils parlent tous de la même façon, ils présentent tous les mêmes trucs de la même façon. Dès que t'en as un qui a une bonne idée, elle est reprise par un autre. Toi, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te pèse dans l'écriture de tes vidéos? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu te censures? Est-ce que tu te dis non, ça, je peux pas le faire, ça a été fait, ou ça n'a pas été fait à l'inverse et je peux pas le faire parce que ça marchera pas? Comment tu travailles avec cette idée-là dans la tête, ou c'est quelque chose auquel tu ne penses pas, tu fais ce que tu veux et va te faire foutre, Christophe? Non, c'est super intéressant. Après, je pense, je définirais ça pas par les mêmes mots, et puis ça dépend le type de contenu. Sur les contenus, on va dire longs, les contenus horizontaux de YouTube, je m'interdis rien. Par contre, je me formate un peu à la demande de YouTube dans le sens où il faut tout de suite faut comprendre le type de quoi on va parler dans la vidéo. Il faut pas avoir une introduction longue. Enfin, ça, c'est une forme de formatage, indirectement. Après, ça me bride pas dans mon écriture. Là, je suis en train d'écrire un truc qui est, là, pour le coup, je fais très gaffe à ce que je vais publier, qui est l'extrême droite et le cinéma. Parce que avec toutes les dernières déclarations qui sont encore de plus en plus dangereuses pour l'état du cinéma français, ça c'est là pour le coup, celle-ci, je fais très attention à ce que je vais publier, parce que je sens que il y a un moyen que je me termine tout seul sur cette vidéo. Donc, ok, mais par contre sur les shorts, ouais, les shorts que je publie, les contenus verticaux, qui sont là pour créer de l'audience, pour ramener des gens sur la chaîne, celle-ci c'est on est peut-être pas loin dans la censure, mais pas dans le fait de m'interdire des choses, mais vraiment dans le fait de complètement me formater sur un contenu que je n'aime pas. Les shorts, quand je fais ce que j'appelle des critiques, mais qui fait une critique en 2 minutes? C'est pas, enfin voilà, je joue les codes, mais moi les shorts c'est pas ce que j'aime le plus, hein. Moi ce que j'aime c'est le format long. Le format long, ça je m'éclate, j'aime bien. Non, pour moi une critique, faut que ça fasse 15 minutes, 20 minutes, et encore faut venir voir toute la filmographie de la personne en question, la filmographie de ses références, soit de la personne, soit pour le film en question. Venir avoir des contre-arguments, c'est assez long, hein, une critique normalement. C'est pas dire ah ça fait peur. Je critique mais je le fais, hein, attention. Parce que je joue le jeu, mais moi je trouve que c'est d'une tristesse.
Je trouve que c'est ce format, j'ai pas de honte à reconnaître que même mon propre format de critique, je trouve que c'est une tristesse. Mais si je le fais en format long, ça marcherait pas. Et moi, une critique seule, pareil, ça me rend triste. Moi, j'ai besoin d'interagir avec quelqu'un qui a vu le film, qui a vu d'autres films que moi, qui peut me dire à quel point il a une toute autre interprétation. Ça m'intéresse. C'est les podcasts de plusieurs personnes qui interagissent ensemble pour parler de cinéma. Ça, je trouve ça passionnant et qui ont des arguments. Bah, tu prêches des convertis, là. C'est exactement ce qu'on fait sur Radio Reverse. On va t'inviter un peu plus souvent, mais sur la critique de film, hein, parce que et sur Et alors et sur l'Instant Culte ou Cinépopée, Cinépopée, ça dure 1 heure, donc on a le temps de bien voir la critique, quoi. Sur l'extrême droite, à mon avis, tu as dit une phrase qui m'a fait tilter, tiquer en tout cas. Tu m'as dit je risque de me terminer moi-même. Je pense pas que tu risques de te terminer toi-même tout seul. Je pense que sur YouTube, tu risques plus le bad buzz et la campagne des médias d'extrême droite qu'autre chose, hein, honnêtement. Bah, après, j'entendais ça en disant je me termine moi-même. Je parlais de ça, effectivement. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai plus peur en fait, j'ai très peur d'un truc, c'est que le moindre argument qui peut être contre-argumenté, parce que j'aurais oublié de citer l'exemple, parce que j'aurais oublié de sortir un truc formel et de factuel, qu'on m'attaque avec un argument merdique, je m'en fous, je me dis c'est bon. Enfin, moi j'ai ma propre conscience en me disant j'ai donné le bon exemple après l'autre, que ce soit là j'ai le cas pour l'extrême droite, mais ça peut être le cas pour un autre avis politique. Si il me dit gna, je suis pas d'accord et qu'il me dit rien, bon, je m'en fous. Ça, je m'en fiche. Mais je serais très triste, très peiné si le gars me donne un contre-argument que je n'aurais pas prévu pendant la vidéo, que je n'aurais pas contre-argumenté dans la vidéo avant qu'il publie son truc. Et c'est pour ça où là, la prochaine, je vais la décaler. Je sens que ça se rallonge jour en jour. Mais c'est plus par ça, c'est plus par peur de pas voir les commentaires venir. Et c'est fou, je sens le contrôle fric à ta réponse, mais de fou. C'est-à-dire que tu veux vraiment tout prévoir pour pas qu'on te prenne en défaut, quoi. C'est ahurissant. Ouais, c'est ça. Mais que par de l'objectivité, que par des faits et que par des exemples qui est sourcé. Je sais très bien que surtout quand on parle d'extrême droite, après je sais pas vos convictions politiques, ça se trouve on peut pas s'entendre, mais je sais, moi j'ai souvent le truc de l'extrême droite ne sort pas d'exemples factuels, ils ne sortent que des sentiments. Et donc s'ils veulent pas changer d'avis, ils changeront pas d'avis, malheureusement on pourra pas faire plus, mais voilà, moi il faut que je sorte il faut sortir des chiffres, des études, ça c'est de la réalité en fait. C'est pas de la perception personnelle, c'est de la réalité. Bon, voilà, c'est pour ce sujet-là. Je vais pas fermer la parenthèse, je vais rajouter une pierre. Une pierre. Mais oui, effectivement, tu as tout dit. C'est des sentiments et pas la réalité. Et je renvoie à l'interview qu'on a fait de Vincent Patiniès, qui avait écrit un livre, un excellent livre sur les ados et la théorie du genre, et qui s'était pris une sauce. On en avait parlé dans l'émission sur des thèmes absolument pas documentés et de mauvaise foi absolue. Et hélas, on ne peut rien par rapport à ça, quoi. Et ni par rapport à ça, ni par rapport à ces gens-là. Ils sont pas là pour débattre, ils sont là pour foutre de la merde. Sensationnel. Oui, donc qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien d'autre à faire plutôt que répondre ad vitam à des gens qui n'écoutent pas. Aval les fascistes. Partigiano
On ferme la parenthèse. L'art, c'est politique, hein, donc forcément, c'est des sujets toujours liés. C'est ce que j'ai toujours dit et ceux qui nous écoutent savent à quel point on parle politique dans nos émissions, l'air de rien. Bref, on revient un peu plus à tes vidéos. Est-ce qu'elles sont écrites du coup est-ce qu'il y a une grosse part d'écriture dans les vidéos, notamment par exemple dans Nanarland, où ça laisse place quand même à beaucoup d'impro? Ciné-Nanar, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, hormis les questions que mon cher collègue Bichon, enfin, je m'amuse à appeler Bichon pour le saouler, mais il s'appelle Max. Il prépare les questions. Mais du coup, voilà, c'est le seul truc écrit, mais c'est parce que c'est pour le jeu. Sinon, tout le reste de la vidéo est complètement improvisé. Concernant les vidéos, on va dire les vidéos que j'appelle autres, mais en fait, comme un film devient rentable, ça c'est écrit. La rétrospective de Godzilla, ça c'est plutôt de l'improvisation. L'intelligence artificielle dans le cinéma, ça c'est de l'écrit. C'est plutôt mes toutes dernières vidéos que c'est écrit. Toutes mes vidéos en règle générale, avant j'avais un sommaire avec des points, mais pas détaillé, juste il y avait le marqué, je sais pas si je disais la différence entre le DVD Blu-ray, dire oublie pas, il y a le HDVD qui a existé, mentionne-le. Puis après, moi je débitais avec les connaissances que j'avais, mais j'avais pas écrit. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais quand je dis c'est plus le cas depuis que j'ai quitté mon taf et que je peux me mettre à plein temps dessus. Donc, c'est-à-dire, quand est-ce que c'était? C'était il y a quelques mois. Ok. C'est été dernier. Donc 5-6 mois. Donc, si je comprends bien, tu t'es professionnalisé sur YouTube depuis récemment, quoi. Vraiment. Là, j'essaye Ouais. de déduire, mais ok. YouTube était au départ. Il y a une époque où je faisais 2 vidéos par semaine, mais c'était toujours des petites vidéos parce que j'étais étudiant. J'alternais entre 2 villes, donc j'avais peu de temps. Mais là, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'il y a une vraie forme de professionnalisation. Il y a une vraie forme de vouloir structurer la chaîne, enfin de s'y mettre à plein temps, tout simplement, de vraiment y passer beaucoup plus de temps. Typiquement, des montages de 15 heures d'affilée, j'aurais jamais fait ça auparavant, jamais. Léonie, est-ce que tu veux réagir? Ouais, une petite question. Quel est le concept que tu préfères faire sur ta chaîne? Ciné nanar. Sans hésitation, c'est le ciné nanar parce que je passe des super moments au moment du tournage. À l'organiser, c'est chiant. À l'organiser, c'est horrible, c'est relou. Mais parce qu'il faut apporter le matos et tout, ça coûte toujours une blinde. En plus, je m'endette ces soirées-là. Mais le résultat est trop cool. Et moi, je m'éclate. Et combien de blagues je découvre au montage. Ça, c'est le truc que je préfère. C'est découvrir parce qu'il y a 5 micros qui sont placés dans la soirée. Et du coup, il y a forcément, en plus, on est nombreux, donc on se parle pas tous en même temps. Le nombre de trucs que je découvre, c'est génial. Je trouve ça génial. Et puis, le résultat final, bien évidemment. En plus, on s'est permis de publier des trucs un peu osés. C'est permis de faire moi qui est vraiment dans la défense de dire non mais il faut, enfin voilà, moi je déteste le racisme, tout ça, mais on rigole de gens qui pensent de ça et des fois on a des épisodes, c'est vrai qu'au moment de les publier tu fais bon, est-ce qu'on est sûr que les gens vont voir quand on n'y croit pas? Mais non, c'est grave kiffant le ciné nanar, grave kiffant. Là j'aimerais surtout bientôt c'est publier de la fiction. Je sais que ça marchera pas. La fiction, ça ne marche pas sur YouTube. Mais j'ai une hâte de avoir ce petit court-métrage par mois là. Ça, j'aimerais bien le relancer là-dessus. Comme les courts-métrages que j'ai fait jusqu'ici pour moi, je les ai fait soit seul, soit en équipe réduite absolue, donc personne grand max. Et les films, je les trouve pas beaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des longs métrages d'écrits, j'ai des trucs que je souhaite produire, où j'ai des projets avec des notes d'intention, de quoi présenter un projet. Le problème, c'est que je n'ai pas de production pour moi que je trouve jolie ou présentable. Parce que moi, je peux défendre le fond, mais la forme, malheureusement, prend trop une part importante quand tu vas présenter des projets. Et j'ai pas de court-métrage présentable, malheureusement, en commission ou
pour financer des projets. J'ai fait plein de films pour d'autres personnes. J'ai été chef-op, j'ai été assistant caméra, j'ai apporté mon matériel, j'ai apporté des fois j'étais réalisateur de seconde équipe en urgence sur des clips et tout. Tout ça, je les trouve trop bien visuellement. Mais c'est pas mes projets. Ce n'est pas mes courts-métrages. Du coup, c'est aussi pour résoudre ce problème-là, le court-métrage par mois. C'est d'arriver à dire, OK, au moins on a des projets présentables complètement. Enfin, en globalité présentable pour les financements, pour ces démarches-là. Tu as c'est amusant, t'as le côté contrôle fric et le côté aussi pas confiance en ce que tu fais. Tu trouves bien les projets auxquels tu participes, mais qui ne sont pas faits de toi, et t'as un regard extrêmement critique sur ton travail à toi. Je trouve c'est beau. Ouais, mais là, on parle. Alors attention, là, c'est pas de la fausse critique ou je sais pas quoi. Là, on parle vraiment de comparer les films que j'ai sortis sur YouTube, le visuel de ces productions-là au visuel que je produis pour d'autres personnes, ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi plusieurs années qui se sont échappées. C'est des projets où on est beaucoup plus nombreux. On est déjà plus d'une dizaine à chaque fois. Donc forcément, ça te permet toujours de mieux déléguer. Mais forcément, c'est un autre rendu. Mais là, pour les prochains projets, justement, on va vouloir se retrouver dans ce type de config à 10 personnes, avec le fait que je devais devoir déléguer plus un peu la technique. Normal, logique. Oui, logique. Logique et beaucoup de prises de tête à venir, donc. Oui. Beaucoup d'embrouilles. On le sait. Bon, on le sait. C'est les projets artistiques, c'est comme ça. Est-ce que tu connais Caroline Bongrand? Est-ce que tu as lu ses livres Pitch et Eiffel et moi? Alors, je suis un nul en livres, mais alors, un nul. C'est-à-dire que je peux avoir une très grande culture cinématographique pour l'âge que j'ai. On peut pas appeler une culture en termes de livres ce que j'ai. C'est-à-dire, à part ce que l'école m'a fait lire, voilà, c'est tout. Ok. Ça Alors, s'arrêtait là. Alors, c'est pas c'est pas grave, hein, c'est pas dans une optique de te miner, mais Caroline Bongrand, elle est scénariste, elle a tout plaqué pour devenir scénariste et faire du cinéma parce que c'était sa vie, et elle raconte ça dans 2 livres, elle raconte dans Pitch, elle raconte comment elle est partie à 30 ans en Californie faire une grande école pour les scénaristes, et dans Eiffel et moi, elle raconte comment son scénario sur la Tour Eiffel a été écrit et comment elle a réussi à le faire financer. Il me semble que j'ai parlé en même temps que toi. Excuse-moi, est-ce que tu... Non, oui, ça avait coupé, mais non, t'inquiète pas, c'est revenu. Mais oui, je suis en train de voir. En plus, elle a participé à un truc qui s'appelle la Veillée sur YouTube. Et c'est vachement cool, la Veillée. Et je vais pas regarder, mais je vais mettre dans mes recommandations. Alors, Caroline Bongrand, ces livres-là, ils sont vraiment super, je te les conseille. Par contre, elle raconte l'envers du cinéma et comment on a essayé de lui piquer ses bonnes idées, comment on l'a traité comme une moins que rien, comment on peut dire ça, ouais, c'est ça, comment le milieu du cinéma l'a traité, parce que elle avait tout plaqué pour devenir scénariste, parce qu'elle était aussi une femme, il y a aussi ça qui entre en ligne de compte, et parce qu'elle ne venait pas du milieu du sérail, de la FEMIS, etc. Comment elle a été, comment ils ont essayé de la silencier, pardon, c'est pas un mot facile pour moi, mais c'est vraiment des livres à lire, mais il faut pas que ça te déprime. Il y a des scènes effrayantes dans les livres, notamment une avec Luc Besson. Bref, je conseille la lecture de ces 2 livres. Déjà, rien que le nom de Besson n'éveille pas de bons souvenirs en règle générale. Voilà, exactement. Non, c'est effrayant. Et du coup, donc si j'ai bien compris, toi, tu n'as pas fait d'école de cinéma, pas fait d'école d'acteur, et tu as vraiment tout appris en faisant, quoi. J'ai fait une école de cinéma. Oh, si mes parents m'entendent, ils vont me détruire. Oh là là. Mes parents se sont tués pour me payer une école de ciné. J'ai dû aussi contribuer financièrement, alors pas dans l'école, mais indirectement, parce que je me payais, par exemple, ils pouvaient plus me payer de loisirs, donc du coup, il a fallu que tous les étés, et puis par les mois où je trouvais du taf, fallait que j'aille bosser pour pouvoir quand même
payer en fait juste ne serait-ce qu'une petite sortie pour boire un verre. Ce qui est logique, c'est l'école l'ESRA, ça coûte une blinde, ça coûte une fortune. Et ces cours-là a été un super prétexte à donner à mes parents pour me voir partir à l'école et me dire c'est bon, il fait pour son diplôme, alors qu'en réalité, j'ai passé ma scolarité à regarder des films sur mon ordinateur et à faire du montage, soit pour moi pour la chaîne YouTube, l'époque où je faisais 2 vidéos par semaine, soit faire du montage pour d'autres personnes et c'était rémunéré. Donc j'ai passé une scolarité à l'ESRA où je n'ai rien écouté. C'est une folie. Par contre, l'école m'a appris un truc comparé où là, les connaissances que j'ai, les films que j'ai visionnés, tout ça, vraiment, c'est pas l'ESRA qui a apporté ça. Par contre, l'ESRA m'a apporté une connaissance, pour rester honnête quand même, m'a apporté les connaissances de technique son, des trucs que le son, pour le coup, je l'ai pas appris par moi-même. C'est l'ESRA qui l'a apporté. Et concernant l'administration du cinéma, sur les conventions, sur les payes, sur les autorisations, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris par l'ESRA. Sinon, le reste, effectivement, j'ai appris ça soit par moi-même sur les tournages en étant confronté par la réalité à un plus petit niveau, bien sûr, et par les bouquins Mmh. qui parlaient de cinéma. Donc sur le côté très pratique, quoi, pas sur l'artistique. Grosso modo. Oui. Oui, bah, de toute façon, une école ne t'apprend pas à l'artistique. Hein. L'artistique, c'est toi qui te développes face à toi-même. Hein. C'est une école pourra jamais te prétendre, et heureusement qu'elle le fait pas, te prétendre de te faire un réalisateur artistique. Elle peut t'aider à être un réalisateur technique, mais pour être un réalisateur artistique, il faut savoir aussi la technique. Donc bon, là, on est en train de faire des cases qui ne veulent rien dire. Hein. C'est comme dire un cinéma grand public, ça veut rien dire. On voit ce qu'on essaye de dire, mais ça veut rien dire. Je suis d'accord avec toi sur ça. On en parle aussi dans les cases. Tiens, on a tourné une émission Cinépopée récemment là. On en a parlé avec James. Je lui passe le coucou s'il écoute ça. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur une question que je t'avais posée sur le formatage, et puis j'ai pas relevé, et je viens de voir mes notes là, et du coup, si j'ai bien compris ta réponse, tu nous dis en gros que c'est un formatage sur la forme et pas sur le fond du coup pour YouTube. Oui, sur le programme long. Ouais, c'est ça. Ouais. Formatage long sur le. Non, je comprends. YouTube, honnêtement, on a une certaine liberté dans la mesure où la forme te permet d'être toujours écouté. En fait, c'est toujours le problème de YouTube, mais je pense que c'est le problème d'un média tout court, c'est de réussir à trouver la forme qui capte le mieux ton attention pour que ton auditeur puisse écouter le fond. Donc voilà. Après, l'avantage de YouTube, c'est qu'on n'est pas une télé où on est limité par le temps, hormis celui que tu peux donner. Donc ça va. T'es pas obligé de faire un 20 minutes parce que y a des cases de pub à placer. Non. Tu t'en parles pendant 1 heure, parle-en pendant 1 heure, mais c'est dans la mesure de ce que tu peux faire aussi, hein, bien sûr. Ok, parfait. J'ai envie de jouer un petit jeu, puisque tu aimes le cinéma. J'ai envie de te donner quelques noms comme ça de réalisateurs et Oh non. Ouais. Il y a des pièges. Des noms inconnus, je vais avoir, mais alors les noms connus, là, je vais faire my bad. Ah non, t'inquiète. On va me dire ce sera pas un texte désagréable. Ça va être super. Non, ce sera pas des niches. Là, niches. si vous m'avez trouvé sympathique, ce sera plus le cas maintenant. Si je te dis Bruno Dumont, pour toi. Bruno Dumont, je vais me le remettre. Est-ce que c'est... attends, parce que Bruno Dumont, j'ai 2 trucs en tête. Est-ce que c'est celui qui a fait La Bête dernièrement ou c'est celui qui a fait... L'Empire, La vie de Jésus. Non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, je suis en... Et après, il y a aussi il y a tout ce qui tourne autour de lui qui fait que... Et surtout, l'Empire. L'Empire, c'est un désastre dans ce que ça souhaite raconter. Après, il y a quand même... Je trouve qu'il n'y a pas tout qui est acheté, parce que je suis le mec chiant qui ne défonce pas ou qui glorifie pas le truc à 100%. Je suis toujours un peu dans la demi-teinte. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas achetés, comme le fait de prendre des comédiens qui ne sont pas des comédiens, qui jouent avec un naturel, qui des fois jouent faux, mais c'est un type de cinéma quand même. Ça raconte quelque chose sur ces personnes paumées, sur ces personnes qui sont pas montrées, qui n'ont pas la possibilité de devenir acteurs non plus, qui ne souhaitent
certainement pas le devenir non plus. Donc, ça raconte tout de même quelque chose d'intéressant. Le gars il a fait travailler des techniciens, des fixes français dans son film. Cool. Après, le message sur la femme, quoi, c'est désastreux. Il y a une scène de viol. Il y a une scène de viol dans le film. Et pas une scène de viol pour dénoncer le viol. Il y a une scène où le gars, indirectement, glorifie le viol. Ouais, je suis d'accord avec toi. Désastreux. Après, il y a beaucoup de cynisme. Hein. Je pense aussi chez Bruno Dumont, notamment dans le fait d'engager des acteurs qui ne sont pas acteurs. Il y a à mon avis un petit truc de mépris de classe dans sa démarche. Ah ouais, moi je l'ai pas. Alors pour le coup, je trouve qu'il a plus un œil de sympathie pour les personnes qui vivent en zone rurale en fait. J'ai vraiment trouvé plus de sympathie déjà de les faire jouer et de les faire travailler jusqu'au bout. Et puis le vrai seul connard dans l'histoire, c'est quand même un bourgeois qui est joué. Enfin, c'est le bourgeois, comment il s'appelle, Lucchini. En tout cas, le point de vue de Bruno Dumont, je pense, hein, c'est toujours une forme d'interprétation personnelle, comme d'hab avec le cinéma. Je pense vraiment qu'il prend son personnage de Lucchini comme un connard et le reste, il les défend. C'est pas mon cinéma que je préfère. Pourtant, moi je me qualifie de gauche, mais il y a du cinéma de droite vraiment très intéressant. Hein, vas-y, cite-moi Cédric Jiménez, il a. Alors, donc, Clint Eastwood, je déteste. Mais même en termes de mise en scène, hormis sur La Route de Madison. La Route de Madison, c'est vraiment bien mis en scène. Il y a des plans vraiment chouettes avec le pont et tout. Mais non, sinon, Cédric Jiménez, c'est un super metteur en scène de films d'action. Après, je trouve que j'aime pas du tout, dès qu'il sort de ce cadre-là, je suis pas fan. Mais Bac Nord, la scène au milieu du film où il y a l'attaque dans les cités, c'est costaud en termes de mise en scène, c'est costaud. Le gars, waouh, très très fort. Après, il a un sujet, il a un sujet qui est peu défendable sur le film, mais du coup, je trouve qu'il a une mise en scène vraiment intéressante. Sa manière de cadrer l'action, la manière de filmer la tension, ça marche toujours très bien. Mais je ne défends pas son film. Encore une fois. C'est amusant, tu as une vision technique du coup du film. C'est-à-dire que effectivement, moi je reconnais avec toi que oui, la scène elle est bien filmée, mais comme le message c'est un message fasciste, pour moi le film est à jeter à la poubelle avec ses qualités. Je suis peut-être un peu extrémiste, je m'en rends compte. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment la vision du technicien quoi, qui reconnaît le bon travail du metteur en scène. Je trouve ça beau et je trouve ça émouvant d'un côté. Je suis moins, j'allais dire gentil non, mais moins j'ai perdu mon mot et je ne terminerai pas ma phrase, tant pis pour vous. Léonie, tu veux réagir? Démerdez-vous avec ça. Voilà, allez. Je suis une feignasse de gauchiste, moi. Bah, attends, si je confonds pas, c'est lui qui a fait Chien 51 récemment? Oui, exact. Bah, c'était à chier. Donc voilà, ça résume ce que je pense de lui. C'est très moyen. C'est très moyen. Mais encore une fois, moi, il y a plein de choses que je vais défendre dans Chien 51. Hein. Notamment sur, encore une fois, le fait de faire ce type de zone qui, franchement, est très mal exploité pour la fin, parce que finalement, tu vois plus les différences. Tu vois la différence entre la zone 3 et la zone 2, mais tu vois pas la différence entre la zone 2 et la zone 1. Tu vois pas ce truc ultra bourge. Finalement, c'est plus pour filmer que la zone 3, et en fait, il y a peu de choses qui sont exploitées dans la zone 2 et zone 1. Le jeu de télévision de télévision qui fait que tu passes que de la zone 3 à la zone 2, c'est génial le propos que ça a derrière, c'est génial, l'idée elle est vraiment très bien. Encore une fois, après il y a encore un truc très nerveux dans la manière de filmer les scènes d'action, mais le film est pas bien. Le film est pas bien, déjà d'avoir mis Adèle en plus normalement c'est pas si difficile à prononcer, Exarchopoulos, avec Gilles Lelouch. Le choix de casting est douteux, d'avoir pris un écart d'âge aussi violent. C'est pour des personnages qui tombent amoureux. C'est bizarre. C'est bizarre. Cinéma de droite, Blier. Oui. Bertrand Blier, c'est un cinéma de droite. Et je pense que c'est un de mes cinéastes préférés. Je reconnais ça, je suis d'accord avec toi. C'est un cinéma de droite, mais j'aime beaucoup. Ouais.
c'est un metteur en scène extraordinaire et que encore une fois, on a le droit de pas être d'accord sur les avis et que ça n'empêche que ça peut avoir un point de vue intéressant. Quand il fait Merci la vie, il défend en fait avant tout la vie. Je trouve ça. Alors, attention, parce que je sens que ça peut être interprété différemment avec tout ce qui est avortement et tout. Attention, c'est pas la vie sur ça. C'est en mode vraiment le fait que la vie, c'est important, etc. Dans la mesure où tu souhaites y aller jusqu'au bout, etc. Il fait un film sur ça qui est merveilleux. Mais c'est un cinéma de droite. Père, tant pitié. Sur les écarts d'âge au cinéma, je vous conseille de lire Le culte de l'auteur de Geneviève Sellier, qui démonte le cinéma 70-80 avec des réalisateurs tout puissants et l'implication des cahiers du cinéma dans une certaine culture du viol. Le culte de l'auteur aux éditions La Fabrique, Geneviève Sellier, je vous le conseille vraiment. I heard that there's a carnival. The music there is loud, the lights are wonderful. No one makes it out, they welcome you with grins. But once you're in, you will never be the same again. Let the games begin. Let the games begin. You can see the show anytime you like. When you feel alone, that's when they arrive. Knocking on your door, calling in the night. How could you ignore such a lovely time? Lights and prizes everywhere you look. Anything to keep you hooked. Empty smiles everywhere you turn. Not a single lesson learned. I heard that there's a carnival. The music there is loud, the lights are wonderful. No one makes it out, they welcome you with grins. But once you're in, you will never be the same again. Let the games begin. Let the games begin. They welcome you with grins. But once you're in, you will never be the same. No, you will never be the same again. Je vais te donner un nouveau nom, Zack Snyder. Il y a des films que je trouve vraiment bons chez lui. Aujourd'hui, je suis pas fan du tout de ce qu'il fait. Mais en fait, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les mises en scène, c'est le choix des cadres et ce qu'il souhaite raconter derrière. Je trouve que son Watchmen est vraiment, vraiment ouf en termes de plans. Et son Batman v Superman que je vais défendre en version longue. Ah bon? Putain, je vais défendre Batman v Superman en version longue. Mais c'est l'avis que j'ai. Après, c'est pas si tu me devais me dire de citer des noms, je te jure que lui, je l'aurais même pas. Tu vois, il ne serait même pas venu. C'est pas sur le type de. Moi, ça va être plutôt Jean Cocteau, Albert Dupontel, Bertrand Blier. Ça va être Koji Fukuda. Ça va être. J'ai oublié le nom du réal du premier Godzilla de 1954. Ça va être ce type de réal, j'avoue. Moi, j'aime bien les gens entre guillemets un petit peu plus paumés. J'étais très vite curieux de cinéma où on ne connaît pas, ou en tout cas moi j'en avais pas entendu parler, donc à ce moment-là ça me paraissait comme méconnu, et en fait je me rends compte que c'est plutôt inconnu, enfin c'est plutôt connu comme Bertrand Blier par exemple. Mais parce que je viens d'un truc où moi j'ai découvert des films par les Blu-ray et les DVD, et au lieu d'acheter l'édition Kubrick, parce que je sais que dans 2 ans elle y sera encore, je vais plutôt acheter le DVD où je suis en mode l'affiche je me connais pas du tout. Et j'ai découvert du Ken Loach comme ça, j'ai découvert Orfe Negro, j'ai découvert là il y a Soy Kuba que je dois remater comme ça. Alors que c'est très connu, j'ai appris que c'est fait partie des 100 meilleurs films de quasiment tous les temps, de plein de listes. Mais je connaissais pas, et tu vois, juste l'affiche m'avait plu. J'avais ça avec comment il s'appelle? Ah mince, je vais y arriver.
Tu vas voir ça avec Hero, un film où il y avait Michael Youn qui jouait dedans. Il y avait ça avec oh là là, oh le désastre de mon intervention. Non. Je couperai rien, je laisserai tout. Ah waouh. C'est bon ça. Non, j'aime plus le cinéma méconnu, tu vois, que le cinéma les gros noms. Je suis en mode ah ouais. C'est pas ce qui me hype le plus. C'est pas ce que j'ai, tu vois, c'est pas ce que Une vraie, j'ai le plus regardé d'ailleurs. En plus. une vraie démarche de curiosité pour un vrai cinéphile, en gros. Ça te va bien, je pense, là, de la discussion. C'est une belle définition pour toi. Je préfère regarder des trucs que je connais pas. C'est bien. Et par exemple, j'ai pas vu tous les Kubrick. Hein. Et c'est un désastre. Hein. Je devrais. Hein. Et un jour, je le ferai. Mais jusqu'ici, j'ai toujours trouvé des films qui m'intéressaient plus par le fait que je sais que moins de gens vont voir ce film-là et vont défendre ce film-là. The Man from Earth, pareil, un film qui n'a pas été distribué en salle, qui est génial, qui est trouvable que en téléchargement. C'est ce genre de truc où je suis en mode ah, ça me plaît. Tu vois, quand on commence à se dire il est pas trouvable le film, je suis en mode ah, et ben celui-là, faut que je le voie. Celui-là, faut le défendre parce que si personne le voit, bah qui d'autre va le faire. Tu vois, il y a un peu ce truc alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout exceptionnel. Il y a 1000 cinéastes qui ont vu 1000 fois plus de films méconnus que moi. Mais je sais pas, je trouve que c'est un truc intéressant, un truc qu'il faut défendre. Tu vois, ce truc de faut pas laisser le film tomber dans l'oubli. D'où l'intérêt d'acheter des Blu-ray, d'où ces démarches-là. Mais c'est super. C'est vraiment une belle conclusion, en fait, cette définition. Curieux et cinéphile. Ça te va, c'est ce qui ressort, moi, de la discussion. Tu vois, je ne te connaissais pas, et je ressens ça, quoi. Curieux et cinéphile. Et c'est un plaisir que de t'entendre répondre aux questions, de t'entendre parler, et on sent la passion derrière. Et ça, je trouve ça, pour mon vieux cœur, je trouve ça vraiment, vraiment émouvant. Vieux cœur. Faut pas dire ça. Léonie, pour ton jeune cœur, est-ce que tu trouves ça émouvant ou pas? Bah évidemment parce que je suis aussi assez cinéphile, bon moins que Benoît, mais un petit peu quand même. Du coup, l'entendre parler de sa passion, c'est trop beau, je trouve, et je te rejoins, Chris, sur ce que t'as dit. Après, attention, hein, moi j'ai pas vu énormément de films, hein, dans le sens où ça fait que depuis que j'ai 18 ans que j'en bouffe, mais bouffe vraiment. Là, si je regarde, je suis à 1600 films de vue. Et moi, il faut que je tape l'objectif, c'est d'arriver à 5000, tu vois, et de films vraiment méconnus. Là, c'est compliqué. Je connais plein de gens autour de moi qui ont vu plus de films que ça. Je me dis non, faut en voir plus. Tu listes les films? Tu listes les films que tu notes les films que tu as vus. Ok. Contrôle fric jusqu'au bout, hein. J'ai oublié. Alors, curiosité, cinéphile et contrôle fric. C'est ça le portrait de Benoît autour du cinéma. Normalement, on termine précédemment toujours par des recommandations de la personne qu'on interviewe, mais là, tu nous en as donné 50. Et je vais t'en demander une 51e, s'il te plaît. Mais attendez, il y en a 1000 à donner. Est-ce que j'ai le droit à 2? Oui, allez, d'accord. Un film déjà sorti avant et un film en ce moment salle, qui est sorti cette année. Ça marche. C'est validé. Allez, c'est bon. Je suis content. Non, sorti en salle cette année, c'est mon film préféré pour l'instant. Il se bat un peu en duel avec La Voix de Indra Jab qui est en ce moment en salle, mais vraiment le film qui m'a le plus ému, c'est Amélie, la métaphysique des tubes. C'est un film d'animation français qui est adapté d'un roman graphique du même nom. Et c'est extrêmement touchant parce que c'est un peu à la Forrest Gump, donc c'est-à-dire qu'on va traiter de sujets lourds avec le point de vue d'un enfant. Alors là, Forrest Gump avait un point de vue d'enfant lié à son handicap, mais là c'est vraiment un enfant avec le point de vue d'un enfant qui habite au Japon et qui va qui est dans ce Japon qui se reconstruit, qui est 20 ans après Hiroshima et Nagasaki, donc ça reste des traumatismes encore récents. Comment cet enfant arrive à le percevoir, les traumatismes d'enfance qui sont des trucs assez anecdotiques quand t'es adulte. C'est vraiment ouf. C'est 1000 fois mieux que Arnaud, qu'un film qu'on a entendu qui est sorti cette année, qui est très bien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu Amélie, la métaphysique des tubes, c'est pour ça qu'ils notent très bien Arnaud. Mais non, c'est Amélie, la métaphysique des tubes qu'il faut aller voir. Donc ça, c'est la reco de cette année.
Et après, ça va être un film qui est pareil, méconnu. Il a fait 1000 entrées en salle au moment de sa sortie. C'était en 2021 qui est sorti. Le film est signé de Elisabeth Vogler, mais c'est pas le vrai nom de réal. Son vrai nom, c'est Aurélien Slama. Et ça s'appelle Les années 20. Et, enfin, années 20, pardon, tout court. Et il faut absolument mater ce film-là. Je vais vous le décrire. C'est un vrai plan séquence au moment du déconfinement, dans Paris, sans coupure, d'1h30. Et ça finit sur une comédie musicale. Voilà. Oh, énorme. Je connaissais pas Voilà. du tout. Découvrez ça, c'est un élan de cinéma comme j'ai rarement vu en salle. Et en plus, c'était un an après le Covid. Alors forcément, tous les films essayaient d'esquiver le sujet du Covid. Ils essayaient justement de pas avoir les masques et tout. C'était le premier film en salle où tu voyais le masque du Covid parce que le cinéma, ça veut aussi raconter de la full fiction comme ça peut raconter de la full réalité. Et les années 20, c'est ça, c'est un portrait des années 2000, à partir des années 2020. De notre époque, parce que quand on dit les années 20, on pense aux 1920, mais non, ça y est, maintenant on peut dire que c'est nos années. Et c'est un portrait, du coup, c'est un plan séquence qui va suivre différents profils. T'as une mariée qui est complètement droguée et qui est partie du mariage en last minute. T'as des gamins voleurs. T'as un plan cul qui s'aime peut-être un petit peu plus que ça. C'est vraiment ça montre aussi l'homosexualité, la bisexualité. C'est vraiment un panel large de différents profils sous un plan de séquence qui est réellement fait, qui a été fait en 7 fois, et c'est la 7e prise qui a été utilisée. C'est son deuxième long métrage. Son premier est pas bien, son troisième qui sort en 2026 n'est pas bien non plus. C'est un accident artistique, il l'a pas fait volontairement, il nous a pondu un chef-d'œuvre. Mais ça a maté quand même. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais écoute, je vais le faire. Ça, sans doute, sans nul doute, je ne connaissais pas du tout. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Et je vais aller regarder ce film d'ici la fin 2025, tiens. Sur ces bonnes paroles et ces bonnes recommandations, on va terminer précédemment. Merci d'abord à Léonie de m'avoir fait découvrir Benoît Planck et la chaîne Autour du cinéma. On met les liens dans la description de l'épisode et sur notre site internet lanuitdudimanche.fr et radioverse.fr. Donc n'hésitez pas à cliquer à vous abonner. Merci pour la passion, merci pour tout et on se dit à bientôt. Ouais, à plus.